Mais regarde-moi tous ces cons, ils vont chercher leur macchiato à 7 balles. Putain, la tristesse. Regarde-les, putain. Ouais, c'est vrai qu'ils foutent un peu les glandes. Surtout qu'après, ça se retrouve sur Instagram avec un duckface bien bancal. Ouais, c'est des gros débiles, les gens, en vrai. Ouais, mais là, t'es condescendant de ouf, man. Bah, peut-être, hein. N'empêche que c'est eux qui font tourner la machine capitalisto-financiero-destructrice. Bah, en dernier ressort, on va dire qu'ils sont complices, ouais, mais tu sais, c'est les industriels qui font tourner la baraque. Du coup, faudrait boycotter, mais on voit bien que pour le moment, bah, ils sont plus forts que le jeu, les mecs. Tu sais, tu critiques là, mais toi, t'as déjà fait un Domino's Pizza devant un quart de finale de Ligue des Champions. Toi aussi, ça t'est arrivé de céder, tu vois. Les chameaux ne voient pas leur boss, mais voient très bien celle de leur frère. En face, il y a les travailleurs, les travailleuses. Nous, en fait, on nous demande rarement notre avis. Anarchie sur toute la planète. Là, on est au degré zéro de la démocratie. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne? Ça permet de gagner du temps et de l'argent. Ta philosophe de France. Moi, mon Socrate habite le 9-3. Eh ben, bravo la gauche. G-A-N-G. Bon, l'idée globale du truc, c'est qu'il faut pas tomber dans le piège de la diabolisation du consommateur, tu vois. Genre les gens, ils consomment n'importe quoi, c'est des gros cons, etc. Mais alors du coup, pourquoi faut pas diaboliser les consommateurs? Parce que ça serait trop facile. Bah, disons qu'en gueulant toujours sur les consommateurs débiles, là, on cible jamais les producteurs. Ah ouais? Tu vois, quand t'allumes un feu, Ouais. bah c'est la faute à qui? Aux allumettes? Quand t'allumes un feu, ne dis pas c'est la faute aux allumettes. Ah bah non, je suis con, c'est la faute à celui qui la craque en fait. Eh ouais, parce que les consommateurs sont agis, plus qu'ils n'agissent vraiment en fait. Ouais, mais si les gens arrêtaient aussi... Ouais, mais les gens n'arrêtent pas, Bradley. Et si les gens n'arrêtent pas alors qu'ils ont conscience du problème, c'est peut-être parce que justement, c'est plus fort que Bradley. Donc du coup, tu me dis que ça sert à rien de culpabiliser les gens qui achètent. Il faudrait s'attaquer aux gens qui organisent tout pour que les gens achètent, c'est ça? Bref, tout ça pour te dire que la consommation, si elle est tant intériorisée par les gens, c'est qu'elle date pas d'hier, hein. Bah vas-y Laurent 2, tu fais moi un métronome. Il va falloir changer de braquet. C'est par là. En gros, au 19e siècle, la consommation s'accélère, sous l'impulsion des révolutions techniques. Et au 20e, on a encore un boom avec le rôle du marketing et des grands médias. Ah ouais. Bref, derrière tout ça, je te le donne en mille, on retrouve la lutte des classes. Ah ouais, donc ça date pas des macchiatos à 7 balles de chez Starbucks en fait. Bon, qui passe alors au 19e siècle? Bah en gros, au 19e, le rapport à l'espace et au temps, il change complètement. C'est ce qu'on appelle les révolutions industrielles. Ah mais ouais, on peut prendre le train, envoyer des messages avec les trucs à l'ancienne là, comme dans Lucky Luke. Bon, effectivement, les choses elles vont de plus en plus vite et les distances rétrécissent. Tout bombarde. Désormais, on peut envoyer des télégrammes, faire des Paris-Marseille sans prendre de congé sans solde, enfin c'est super quoi. Ouais, pète sa mère. Mais ça va v'là impacter les comportements des gens aussi, non? Eh ouais, les moyens de production changent complètement, parce qu'on a des usines de plus en plus grandes. Bref, en gros, on produit de plus en plus. Ok, donc si je comprends bien, l'augmentation de la production, c'est lié au soi-disant progrès du 19e siècle, c'est ça? Alors c'est ça, seulement si tu mets des gros guillemets au mot progrès. Bah ouais. Mais effectivement oui, la machine à vapeur, les voies ferrées, les réseaux de communication, toutes ces nouveautés, bah elles bouleversent les moyens de produire et finalement les manières de consommer. Ah ouais, je vois bien l'imaginaire du 19e siècle là. Londres, Paris, les usines, les fumées, le charbon, Oliver Twist, Peaky Blinders, François Jarige. Ouais, sauf que les Peaky Blinders c'est après la Première Guerre mondiale, mais c'est bien tenté. Merde. Regarde aujourd'hui, c'est presque pareil, sauf que les enfants dans les usines, ils sont au Bangladesh. Et ça nous dérange beaucoup moins, nous petits occidentaux privilégiés. Mais tu vois, j'ai des potes à la campagne en Franche-Comté, bah ils continuent de manger de la terrine du voisin, genre le pâté fabriqué par le tonton, etc. C'est quand même plutôt les citadins qui achètent de la merde, non? Bah effectivement, consommer abusivement, c'est complètement lié à la ville. Et au 19e siècle, ça s'accentue avec l'exode rural. Ah ouais, l'exode rural, j'avais vu ça au collège. Donc à la campagne, on consomme pas du tout? Ils sont arriérés les cultos en fait. Ah bien sûr que si, on consomme, mais en fait ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les villes. On a des communautés villageoises, paysannes, collectives, donc il s'agit surtout d'échanges, de solidarité, bref, c'est beaucoup moins individualisé en fait. Ah ouais, donc c'est parce que les gens ils vivent de plus en plus en ville qu'ils consomment de plus en plus. C'est ça, la ville est le lieu le plus approprié à la marchandise. En gros, le marché quadrille la ville et les commerçants vont devenir omniprésents. Ok, donc c'est plus facile de consommer alors. Ouais, ça crée une proximité nouvelle avec les produits. Ah oui, pour acheter, il faut pouvoir voir le produit, le sentir, l'essayer. Par contre, on sait pas vraiment comment les choses sont fabriquées derrière ce qu'on perçoit. Ah ouais, parce qu'autant la terrine de mon oncle, bah je sais d'où elle vient. Elle vient de chez mon oncle. Mais quand j'achète mes Nike, je sais qu'elles viennent probablement d'Asie, mais c'est assez vague. Hein. Bah des Philippines en fait. Ah ouais, mais je connais pas trop l'Asie du Sud-Est. On a pas eu le temps de finir le programme de Géo en terminale. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. On n'a jamais été aussi près des produits, mais il est de plus en plus difficile de savoir d'où ils viennent, dans quelles conditions ils sont produits justement. Mais alors comment ça se fait qu'on s'est mis de plus en plus à consommer,
alors qu'on connaît de moins en moins les choses qu'on achète. En fait, c'est tout con, puisqu'on est tenu éloigné des lieux de production et qu'on peut pas vraiment remonter la chaîne, bah il y a eu une sorte de crise de confiance envers les producteurs, puisqu'on les connaît pas, tout simplement. Pour compenser ça, ils vont propager des images de marque. Ah ouais, genre la moutarde dijonnaise à l'ancienne, fondée en 1747, Crary. Eh, c'est une moutarde qui maille. C'est ça, on va faire confiance à des maisons si on veut, hein, que ce soit pour des voitures, de la nourriture ou des vêtements. Bah les marques elles vont s'imposer et ça suffit comme gage de qualité. Et ça date toujours pas de Starbucks. Hein. Ah ouais. C'est entre 1880 et 1920 que les marques s'installent tranquillement dans les têtes des consommateurs, d'abord aux États-Unis, puis en Europe occidentale. Mais alors comment en si peu de temps elles ont pu s'ancrer dans le paysage et les cerveaux? Bah grâce à la propagande publicitaire et aux différents médias qui vont les matraquer. Ah ouais, mais les médias et la pub, c'est trop le chétan en fait. Bon, pour compenser la méconnaissance de la production des biens vendus, les marques s'étoffent et deviennent de véritables totems. Des totems comme dans Koh-Lanta? Bah non, putain, un totem de consommation en gros. Et oui, une marque c'est pas seulement un joli logo coloré et un slogan qui pète, c'est aussi des valeurs, des croyances et des représentations. Tu parles comme Usul, bolos. Vous êtes les plus nuls qu'on ait jamais vus, hein? C'est ça aussi la réalité de l'opinion publique. C'est ça! Eh, t'as des exemples pour que je comprenne là? Bah ça va être la liberté pour une marque de voiture, la séduction viriliste pour une marque de déodorant masculin, l'audace pour une marque de jeux d'argent en ligne, etc. Enfin t'as compris, just do it quoi. Ah ouais, genre, ce qui compte dans Mario, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Steig ein, nimm die Herausforderung an. Super Mario Kart, nur für Super Nintendo. Et du coup, on est tous victimes de ces marques. Et ouais, ça commence par l'imprimé qui va être très tôt utilisé à des fins marchandes. D'abord avec les magazines, avec les journaux et avec les premières images d'Épinal qui entrent dans les imaginaires des enfants. Elles sont collectionnées par les gamins et sont bien souvent des publicités déguisées. Comme une vidéo de McFly et Carlito? Exactement, bâtard. On va avoir des problèmes. Ah ouais, moi en fait, mes vieux, ils collectionnaient les images d'Épinal, bah moi j'ai collectionné les images Panini. Bah ouais, y a plein d'autres supports qui servent d'espace publicitaire. Tu sais déjà, t'as les grands quotidiens de la fin du 19e siècle, je sais pas si t'as déjà entendu parler du Petit Journal qui tire à 1 million d'exemplaires en 1890. Avec Yann Barthès. Et le Petit Parisien qui tire à 3 millions d'exemplaires en 1918, rends-toi compte, hein, c'est énorme. T'as aussi des magazines féminins, là c'est parfait pour introduire des produits ciblés. Ah ouais, genre on met en scène des publicités bien sexistes qui ciblent la ménagère en gros. Bah c'est ça, y a presque un sens religieux, hein, une fétichisation des objets qui devient obsessionnelle. Waouh. On vante les mérites d'antiseptiques ménagers, de produits cosmétiques, il y a une réelle dimension symbolique hein, derrière les marques. On n'achète pas tant le produit que l'image que nous donne sa possession. Ils croient en Dieu mais croient en ce qu'ils possèdent. C'est que finalement, ce qui n'était que de l'eau devient de l'élixir de jouvence. Et chaque fois que je bois un peu d'Évian, c'est la jeunesse que je bois. C'est ça, la publicité. D'accord. Et alors ça répond à une demande de la part des populations? Ou c'est les médias qui créent eux-mêmes les besoins, ces bâtards? Bah tu sais, ça c'est toujours difficile à dire, hein, mais parfois, il est clair qu'on fabrique complètement l'engouement autour d'un produit. Bah ouais. C'est le cas de la bicyclette. Ah. Pendant longtemps, la bicyclette, elle était boudée par les consommateurs. Mais après un gros matraquage médiatique, il y a eu un vrai désir, puis une consécration du produit. Donc les médias, en fait, ils sont au service de la consommation, et pas que depuis Martin Bouygues. Bah Anthony Galuzzo dit même qu'en encourageant l'achat de tous ces produits, la fonction des médias devient en premier lieu marchande. Le but est de faire acheter, de construire le besoin et d'amener à son achat. Hop, non, attends là. Eh, c'est pas un peu complotiste cette vision des choses, gros? Genre les grands médias, ils manipulent les gens avec les marques, machin. Attention, je dis pas que tout est manipulé par 3 personnes qui sont dans l'ombre et qui organisent toute l'arnaque, hein. C'est simplement que ça fait système. En donnant de l'espace aux marques, les médias de masse se retrouvent piégés et finalement dépendants des annonceurs publicitaires. L'argent c'est le nerf de la guerre en fait, comme d'hab. La tromperie est le nerf de la guerre. Ouais, mais la publicité, c'est pas que de la propagande, hein. C'est carrément devenu un art à part entière, non? Enfin, moi, j'ai entendu Jacques Séguéla, il disait que... Ouais, je connais le couplet de la culture pub au même niveau que la littérature ou la peinture, sauf que la publicité, mec, ça sert qu'à servir des intérêts économiques. Y a pas d'émancipation là-dedans, hein. Bah, moi, quand je vais voir Avengers au cinéma, bah, je kiffe bien les publicités pour les chips avec Messi et Ronaldo. Mais tout ça, c'est réfléchi pour que tu kiffes, et ça date pas d'hier, leur petite magouille. Et crois pas que CR7, il mange des chips, mec, hein. Le gars, il se nourrit de pistils de pissenlit, tout est calibré, donc Bref, le ciné, c'est l'exemple type du support médiatique qui a servi immédiatement de terrain à la propagande publicitaire. Ouais, je me souviens, mon grand-père, il avait acheté un petit parfum qui puait grave la merde, mais il y avait Alain Delon dans la pub. Bah tu vois, les industries du cinéma, là, Hollywood, Machin chouette. elles travaillent main dans la main avec les publicitaires pour favoriser la consommation. À partir du début du XXe siècle, des industries qui ont assisté, en fait, qui ont aidé à la formation de la société de consommation, c'est le cinéma, c'est la publicité,
ce sera plus tard la télévision, c'est l'industrie de la mode, c'est l'industrie de la cosmétique qui sont toutes en fait solidaires les unes des autres, qui naissent ou qui prennent de l'essor, un énorme essor en même temps, et qui transforment le corps en unité visuelle, donc qui va créer des marchés de masse, et qui va notamment rendre le corps de la femme une unité monnayable, une unité qu'on va pouvoir exploiter. Ah mais ça me fait penser aux pin-up genre Marilyn Monroe ou Cara Delevingne. Là c'est des sex symboles qui conditionnent aussi la consommation, non? Absolument. L'ancêtre de la pin-up d'ailleurs, c'est la flapper. C'est la figure féminine aux cheveux courts qui casse les codes traditionnels. Elle est maquillée, parfumée, avec les ongles vernis. Cette icône pseudo-féministe là n'existe que parce qu'elle fait la promotion de marchandises. Mais il y a vraiment des gens qui organisent tout pour qu'on admire, qu'on s'identifie et qu'on achète pour leur ressembler? Ça, cette vie de merde. Et oui mon ami, ça s'appelle le marketing. Ah ouais. Leur objectif c'est de t'éduquer à la consommation. Même si t'as pas les moyens de t'acheter ce qu'ils proposent d'ailleurs. Bah, alors ça sert à quoi s'ils vendent pas leurs produits? Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est de donner envie, de séduire, d'importer l'idée de la consommation dans les têtes comme un idéal. Mais attends, c'est presque devenu un nouveau dieu en fait la marchandise. Wow, t'y vas un peu fort mais pourquoi pas? Ça exerce en effet un certain contrôle sur le corps social, ouais. La marchandise s'approprie les imaginaires finalement comme le faisait la religion avec ses récits. Ah donc j'imagine qu'il y a des nouvelles églises alors? Ouais, le centre commercial, ou son ancêtre, le grand magasin. C'est un peu comme un lieu de culte avec ses règles, ses croyances, ses codes, ses théâtralisations aussi. C'est pas un hasard si on parle de temple de la consommation. D'ailleurs, faut trop que tu regardes le documentaire de l'ami Patrick Jean en vrai. Il explique bien mieux que moi ça, et uniquement par des images mis bout à bout. Ah, donc c'est pas si con que ça le parallèle entre la religion et la consommation. Mais Paul Lafargue, qui a écrit La religion du capital, il avait déjà senti un truc, hein. Bref, le grand magasin, ça fascine les gens parce que tout est mis en scène. Il y a tout un tas de stratégies marchandes qui sont mises en place pour capter l'attention et pour séduire les hommes et les femmes. Ouais, surtout les femmes, non? Et la collection Printemps-été 2017, il n'y a, mesdames, que l'embarras du choix. À vous de faire de bonnes affaires. C'est vrai que les publics ciblés par ce qu'on appelle l'ingénierie marchande, c'est d'abord les femmes. Ah bah ouais. Tu sais, c'est le stéréotype de la femme au foyer qui fait du shopping, quoi. On les attire dans les centres commerciaux avec une mise en scène un peu exotique, bon. Et alors on y vend quoi? Absolument tout. L'idée c'est de garder le client au sein de l'espace marchand le plus longtemps possible. Ah ouais, mais comme à Ikea en fait. Genre il y a une garderie, un resto, une épicerie, il y a un chemin fléché bien bâtard, t'y vas pas que pour le j'temeule quoi. Des j'temal, des étagères, oui. J'temal, pas j'temeule. Voyons. Voilà, le but c'est que les gens y restent, même s'ils ne font que se promener, c'est pas grave. Et les marques omniprésentes sont d'une certaine façon la nouvelle iconographie religieuse. Ah, c'est un peu une société parallèle, non? Ouais, voilà. D'ailleurs, Emmanuel Lallemand explique que le grand magasin, c'est pas que pour consommer, hein. On y trouve plein d'autres choses que Zola a aussi souligné dans Au bonheur des dames. La foule, la frénésie, le désir, les expériences sensorielles. En bref, un spectacle exceptionnel. Un centre commercial baptisé Karl Marx, on est dans les mystères insondables de l'homme. Il y en a pour tout le monde. Voilà, c'est franchement, y a de quoi manger, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi dépenser des sous. Le rêve de toutes les femmes, quoi. Enfin, je sais pas. Mais alors, si on file un peu la métaphore du culte consumériste et de ses lieux de prédilection, je me pose une question. Qui est-ce qui organise tout ça? Bah très bonne remarque. En effet, c'est le clergé catholique structuré la religion catholique. À ton avis, quel nouveau clergé peut organiser tout ce bazar? Ah moi c'est simple, hein, c'est toujours de la faute des bourgeois. Mais non, mais en même temps, qui est aux manettes? Bon, je te remets tout ça en contexte. Le 19e, c'est le moment de l'essor marchand, comme je te l'ai dit. Mais c'est aussi un moment où les craintes de la bourgeoisie s'intensifient. Ah bah ouais, forcément. Plus il y a de prolos en ville, plus il y a de chances pour qu'ils s'organisent pour défoncer les bourgeois, non? Eh, c'est un peu ça. Le 19e, c'est le siècle des révoltes sociales et l'ordre social bourgeois est particulièrement mis à mal. À ce moment-là, t'as diverses théories psychosociologiques là sur les foules, comparées à des troupeaux de moutons, enfin bref. Wow, non mais attends, ça correspond à une réalité scientifique ça? Disons que c'est en grande partie fantasmé par ces théoriciens eux-mêmes angoissés par le péril populaire, hein. Tu sais, c'est Gustave Le Bon qui parle de la psychologie des foules et de leur mimétisme, puis Hippolyte Taine va dépasser sa vision en parlant de public. Ah ouais, les publics c'est plus pratique pour définir des catégories j'imagine, et ensuite la propagande elle fait le reste. Bon attention, on va pas caricaturer les choses, hein, mais la publicité et la consommation ont un rôle dans le contrôle social, mais aussi dans la formation des contre-cultures. Ça veut dire que les identités soi-disant subversives, elles sont aussi captées par la consommation? Ah, complètement. Entre les années 50 et les années 70, on a pu voir comment la société de consommation a réussi à capter les cultures hippies, rockers ou mods grâce à des objets signes bien distincts. Ah, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, les Doc Martens, c'est super tendance bourgeois. Doc Martens manque de fermer boutique, chahuté par la basket. Heureusement, la Fashion Fair est là. Pour son 40e anniversaire, la marque s'associe à des créateurs estampillés contre-culture pour redorer son blason.
Vivienne Westwood et Jean-Paul Gaultier créent des déclinaisons haute couture de la chaussure. Exactement, on passe d'un désir de révolution politique et sociale à un désir de révolution par soi, finalement par le style, les pratiques culturelles et les objets signes. Mais la consommation, ça reste un mouvement du haut vers le bas, non? Enfin, je veux dire, c'est les bourges qui définissent les règles marchandes. Bah ouais, on parle de ruissellement des marchandises. Vu que ce sont les bourgeois qui détiennent les moyens de production, ce sont les bourgeois qui consomment les premiers et qui finalement fixent les règles du bon goût. Ah ouais, je vois le délire. Je vois trop des ados précaires qui claquent le PEL des darons pour porter des Balenciaga à 300 boules. Bah ça s'appelle la distinction-affiliation. En gros, les bourgeois consomment pour se distinguer et être distingués. Puis la production permet la massification des objets, la baisse des coûts de production et donc en gros la démocratisation des marchandises. Ouais d'accord, mais si les prolos ils peuvent se payer la marchandise des bourgeois, finalement ils se distinguent plus les mecs. Bah c'est pour ça que la bourgeoisie se redistingue à son tour, pour montrer qu'elle ne fait pas partie du petit peuple ou tout simplement de la classe moyenne. Oh les bâtards. C'est ce qu'explique Edmond Goblet. La consommation ostentatoire sert de barrière et de niveau pour circonscrire les statuts sociaux. Ils changent constamment de style les mecs, ils se renouvellent. Ouais, c'est une histoire de mode et d'influence, quoi. Exactement. D'ailleurs, notre ami Bourdieu a une phrase qui pète, il dit... Ce qui est d'abord, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. Eh ben, Bourdieu, merci. Bon, dernier point. Je t'ai dit que les stratégies marchandes permettaient de vendre du rêve. Sauf que pour vendre du rêve, bah faut forcément faire disparaître certains cauchemars. Tu vends pas du rêve en parlant du chômage ou des marées noires, si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu veux dire que la publicité et tout le tralala, ils évitent de montrer certains aspects du monde social. Il y aurait un genre de blackout. Bah, le but de ces mises en scène, c'est vraiment pas de refléter le réel, on s'en bat les couilles. Au contraire, il faut absolument embellir les choses, quitte à être en décalage total avec la réalité. Du coup, c'est quoi les thèmes blacklistés par la bourgeoisie? Bah, ça va être le travail, ça va être l'immigration, la pauvreté, le socialisme, le syndicalisme, enfin, en gros, tout ce qui paraît sérieux, cruel ou clivant, ça disparaît. Renoir blackout. Ah ouais, donc les industries marchandes, ils déforment le réel de ouf, ils fantasment quoi, en montrant que du beau, que du rêve, que du glamour. Yep, c'est une vision idéalisée du monde, comme si le mode de vie bourgeois était universalisé et accessible à tout le monde. Du coup, la publicité a un double intérêt. Économique d'abord, parce qu'elle permet des profits colossaux, mais aussi politique, parce qu'elle fait diversion, en modelant les imaginaires, en travestissant le réel. C'est en ça que la marchandise est au cœur de la lutte des classes. J'adore! Bon, effectivement, je veux bien admettre que j'y suis allé un peu fort sur les débiles du centre-ville qui payent leur café 7 balles au Starbucks, alors qu'ils peuvent avoir un allongé à 1 euro chez nous. Bon, ça y est, t'as compris ta connerie. Ouais. Mais je te comprends parfaitement, gros, c'est beaucoup plus simple de taper sur les consommateurs soi-disant irrationnels que de comprendre les logiques de production et de distribution qu'il y a derrière. Ouais, mais faut réussir à voir derrière les apparences en fait. Putain, c'est dur les sciences sociales. Bon, disons qu'il faut être radical, dans le sens où il faut s'intéresser aux racines des choses. Il y avait Bossuet d'ailleurs qui disait « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Ouais, je vois pas trop ce que Dieu vient faire là, mais vas-y. C'est pas le dernier flocon de neige, le responsable de l'avalanche. G-A-N-G.